Très bien. Voilà. Est-ce que je peux poser une autre petite question? Bien sûr. Il y a un moment donné, votre fille a dit tous les jours on mangeait des choses différentes. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ce sont des menus Ah non, je crois qu'elle parlait de nourriture qu'elle recevait, de la nourriture dans les matières. Excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave, mais c'est une bonne question aussi. Je veux Parce dire, que, est-ce qu'il y a oui, une mais, cantine, et s'il y a oui. la cantine, est-ce que par rapport à, si vous voulez, à Steiner, par rapport à sa pensée, est-ce que au niveau des menus, est-ce que c'est comme dans toutes les écoles, ou est-ce que Non, alors là, oui, non, non, mais vous avez raison. Bon, il y a des écoles, il n'y a pas de cantine où c'est les parents qui fournissent parce que justement pour les raisons que j'ai évoquées avant, de oui, précarité, oui, je comprends, etc. je comprends. Mais il y a des écoles aussi où il y a des cantines et il faut dire que dans ces écoles, un énorme effort est fait pour que la nourriture soit biologique, voire biodynamique. Donc, on essaye aussi de mettre quand même en accord aussi Oui. ce que les nourritures terrestres, on va dire, avec les nourritures de l'esprit, parce que ça, c'est quand même quelque chose, oui, on fait aussi attention, par exemple, à ce que les enfants aient un rapport ouvert à l'écologie, par exemple, ou des choses comme ça. D'accord. Mais bon, ceci dit, on n'est pas obligé de manger bio pour venir dans une école Steiner. Il n'y a aucune. Vous voyez, il y a pas de condition en fait. Non, Hein, c'était juste une question voilà. pour savoir. Mais c'est vrai que c'est un effort qui est fait parce que les cantines dans les écoles Steiner, quand il y en a, essayent de faire en sorte que la nourriture soit de bonne qualité. D'accord. Je vous remercie beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Je parle ça pour vos réunions avec le ministère concerné. Oui, mais c'est toujours très intéressant. On rencontre toujours des gens intéressants. Il y a des gens intéressants partout. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Merci à toi, au revoir. Sachez que nous avons l'un de nos invités, Elio Pettinaroli, qui nous a quittés. Nous allons aborder le domaine de la médecine, domaine qui a manqué au répertoire, pour savoir comment Rudolf Steiner envisageait ce domaine. Je poserai à Alain Fréby la même question que j'ai posée aux deux autres invités. Comment vous avez été amené à découvrir l'anthroposophie via Rudolf Steiner ? Bon, c'est le destin, finalement, je le dirais comme ça, parce que c'est, en gros, déjà, j'en prendrais ça d'assez loin. Certainement mon intérêt pour la médecine. Quand j'étais tout petit, je voulais être médecin. Mais il se trouve que c'était pas du tout dans le projet de mes parents qui étaient ouvriers. Et j'ai fait donc des études techniques. Mais tout en restant passionné avec cela, en faisant pas mal de philo, en m'intéressant à la psychanalyse aussi, et puis sur la trentaine, au hasard de rencontres, j'ai découvert, donc c'était un peu avant la trentaine, j'ai découvert l'anthroposophie, à la fois par le biais, parce que j'ai eu une petite, on était dans les années, juste après les années 68 par là, donc un retour à la terre, intérêt pour l'agriculture biologique et découverte de la biodynamie. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir aussi un petit peu, parce que je connais aussi la biodynamie pour l'avoir pratiquée, mais en façon post-68, quoi. C'était une expérience tout à fait intéressante où j'ai compris là, combien finalement chaque métier était génial et combien ils sont pas forcément si interchangeables que ça. Il y a tout un génie à être paysan qui s'improvise pas comme ça, quoi. Et alors, c'est ainsi. C'est par le biais de la biodynamie que j'ai rencontré l'anthroposophie. Et puis, donc, dans le même temps, à peu près dans le même temps, avec quelques amis, on a trouvé la pédagogie Rudolf Steiner absolument géniale. Et on a démarré, on a participé à la création oui, on avait tous des enfants en très bas âge, et on a démarré un jardin d'enfants en pédagogie Steiner. Ça, c'était à Troyes, dans l'Aube. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire des études de médecine. Donc, à la trentaine passée. À la trentaine passée, voilà. C'est en gros le cursus, quoi. Et ça a été absolument génial, parce que pouvoir faire... l'idée initiale, c'était bien sûr de rejoindre cet amour, en fait, cette admiration pour le métier de médecin que j'avais depuis que j'étais enfant. Mais de le rejoindre tout en connaissant à la fois la pédagogie Steiner et puis aussi la philosophie de l'anthroposophie. Donc pouvoir parcourir les études médicales scientifiques, ça c'était vraiment un grand bonheur. Parce que j'ai appris là aussi une exigence.
l'exigence, on pourrait dire, universitaire. Et ça, c'est une grande qualité qui m'a permis aussi de pouvoir rester très très rigoriste dans la perception de médecine autrement, quoi, on pourrait le dire comme ça, quoi. Vous étiez plus un matheux ou quelqu'un qui se penchait sur les lettres? Je dirais les deux, parce que la littérature m'intéresse beaucoup, et aussi les maths, la physique, etc. Je trouve ça tout à fait passionnant. Et par exemple, la philo peut facilement se balader de l'un à l'autre. Ça, c'est tout à fait passionnant. Ouais. Donc, alors, si je comprends bien, c'est suite à la découverte de la biodynamique qui vous donne l'élan nécessaire peut-être pour vous pencher d'un peu plus sur cet amour d'enfance, d'adolescence qu'était la médecine? Non, c'est la pédagogie. C'est vraiment le fait d'avoir, avec ces quelques amis, démarré un jardin d'enfants. Finalement, initialement pour nos propres enfants. Ouais. 5-6 familles comme ça. Et de découvrir, là aussi, à travers justement les propositions de Steiner dans notamment la nature humaine, de découvrir finalement qu'un enfant c'était un petit être qui évolue. Bon, ça, c'est un lieu commun que de dire ça, mais il met en évidence en fait des passages qu'Isabelle a évoqués tout à l'heure, qui sont tout à fait étonnants. Et ça, c'était la première fois que j'entendais parler de cela. J'ai voulu poursuivre et aller, on pourrait dire, aller voir cela jusque dans le corps. Et la médecine est évidemment une étude assez précise du corps et de ses relations, et ça aussi, on peut dire l'art médical et l'apport de l'anthroposophie permet de faire la jonction, on pourrait dire, entre ce qui est physique, radicalement physique, et ce qui l'est moins, quoi, dans l'être humain. Alors, en ayant abordé l'anthroposophie, comment est-ce que, en faisant vos études, vous avez envisagé le corps humain? Est-ce que vous portiez un regard différent de celui qui faisait les mêmes études que vous, mais de par justement votre intérêt envers l'anthroposophie, envers l'éducation, envers la pédagogie, est-ce que votre perception du corps, de tout cet être intérieur était différente? Enfin, vous, est-ce que vous sentiez votre approche différente? Oui et non. Enfin, oui, parce qu'évidemment, à chaque fois, on pourrait dire, elle complétait l'enseignement universitaire par une vision un peu plus élargie. Et ça, notamment dans les premières années d'études, où, on ne parlera pas de la première année, qui est assez sélective et essentiellement basée sur physique-chimie, maths, physique-chimie, on pourrait dire en gros, quoi, avec quelques matières comme un peu d'anatomie, d'histologie, enfin, des fondamentales comme ça. Mais ça reste très très scientifique au départ. Ensuite, les années suivantes, on commence à entrer dans une approche du corps humain, on pourrait dire matière par matière, entrer également au contact avec l'homme. L'homme mort, bon, ça c'est la classique initiation à la dissection, mais aussi surtout l'homme malade, l'homme vivant, l'homme souffrant. Ça c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment fabuleux que d'être au contact avec la souffrance, avec aussi lorsqu'on commence cet espoir fou de pouvoir tout guérir, quoi. Et ça, on apprend véritablement la vie, quoi, et la mort. Et ça, c'est un enseignement fondamental, je crois, qui rend particulièrement humble. Nos maîtres en cours nous l'enseignent régulièrement, mais même à 30 ans, j'étais encore assez fougueux. Et on a vraiment cette impulsion, une sorte d'impulsion thérapeutique un peu. Et finalement, c'est au contact du réel qu'on découvre combien la parole des maîtres est vraie, quoi, et combien il s'agit aussi là, à nouveau, d'un art. J'y reviens à nouveau, quoi. Eh ben justement, ça, c'est très bien. C'était ce que j'avais, l'art, justement. Je voulais rebondir là-dessus. Quand au début de l'émission vous disiez, et alors ce qui est intéressant, c'est que les trois domaines que nous avons ce soir, que ce soit l'agriculture, l'éducation ou la médecine, est considéré comme un art. La médecine, un art, c'est aussi une manière d'envisager le patient. Est-ce que vous n'avez pas été confronté durant vos études, avec les professeurs notamment, à un décalage peut-être sur la manière dont eux envisageaient, abordaient la relation avec le patient, et vous,
la manière dont vous désiriez peut-être cultiver cette relation avec le patient. Si, à quelques exceptions, il y a quelques professeurs pour qui tout ce terrain-là n'est pas un terrain inconnu. Et ils restent assez discrets. Bon, c'est normal de par leur situation. C'est vrai que c'est assez difficile tout au long de ce cursus, mais en même temps, c'est éminemment passionnant. Et je dis, c'est une école d'exigence. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que lorsqu'on part dans des considérations qui sont très très difficiles finalement à vérifier, l'exigence des études médicales contemporaines, et je pense que ça l'a toujours été d'ailleurs, si on revient même en arrière, il y a une exigence. Enfin, je pense depuis la grande école de Montpellier, Rabelais, etc. Il y a une exigence. Et ça c'est vraiment très fort. Hein. C'est vraiment très fort. C'est-à-dire que on peut pas se raconter d'histoire. Et là aussi, l'exercice même de la médecine montre qu'on peut pas se raconter d'histoire. On peut penser tout ce qu'on voudra. Il est clair que la personne, on la soigne ou on la soigne pas, quoi. On est impuissant ou on l'aide. Donc ça, c'est vraiment une école fantastique. Et l'exigence scientifique, et le rationnel, même s'il est absolument pas évoqué du tout d'éléments philosophiques au-delà de ça, c'est vraiment une école, je trouve, un apprentissage, une humilité aussi en même temps, parce que cette rigueur-là empêche de se mettre à délirer sur quoi que ce soit. Comment Rudolf Steiner positionnait l'être humain vis-à-vis de la médecine et la médecine en général, parce que la médecine a peut-être certaines connotations bien spécifiques pour nous, mais peut-être que pour lui, il envisageait différemment le mot le médecine. Il dit souvent, à partir d'ailleurs, rappelez-vous, on avait évoqué ça tout au début, ce sont des médecins qui sont venus le voir pour lui demander finalement de les enrichir de ses connaissances, de sa perception propre de la nature humaine. Donc le mouvement se fait dans l'autre sens, et Rudolf Steiner ne fait que répondre à des questions. Et finalement, il va élargir les connaissances qu'ont les médecins de la physiologie, de la matière du corps, en quelque sorte. Il va l'élargir en gros en amenant là aussi sa connaissance particulière de la nature humaine. Donc pour lui, la médecine, ça reste la médecine contemporaine, celle du corps, on pourrait dire, du corps physique, au sens vraiment du corps moléculaire. Et il va finalement amener à se poser la question, c'est-à-dire comment est investi ce corps par les autres éléments en fait de l'être. On pourrait dire comme ça, c'est-à-dire que si on regarde, pour être un peu radical, on nous apprend de façon basique un corps humain, par exemple, c'est composé de 65% d'eau chez l'adulte, avec en gros 20% de protéines et 15% de sels minéraux. On peut radicalement faire l'expérience et dans une bouteille mettre 65% d'eau, mettre 20% de comprimés à base de protéines secs, et puis rajouter du sel de cuisine et de la craie de tableau, par exemple, pour faire les sels minéraux. On touille tout cela, et physiquement, si on reste dans le seul monde physique, on va avoir là un corps humain. Enfin, l'équivalent physique d'un corps humain. Alors bien sûr, on va dire les ADN de chaque cellule vont organiser les différents composants et aller faire qu'il y aura plus de concentration de sels minéraux dans les os, par exemple, par rapport au sang, enfin, etc. Bien sûr. Mais cependant, il manque quelque chose. Et ça, au passage, parcourir les études de médecine avec ce manque, c'est très très intéressant aussi. Et il y a quelque chose qui fait que, on pourrait dire, lorsque la vie se retire du corps, à nouveau le corps retombe dans le monde minéral radicalement, quoi, et va retourner à l'humus général. Et justement, c'est tout à fait intéressant d'essayer de percevoir ce qui fait que le corps garde sa forme, garde sa structure et sa forme, quoi. Toujours pareil, la génétique, qui est particulièrement active actuellement, nous montre que il y a un codage particulier pour tel ou tel tissu et l'organisation des tissus entre eux, certes. Mais curieusement, quand on perd la vie, c'est une expression tout à fait étonnante, quand on perd la vie ou qu'on meurt, et finalement tout ça tient plus, quoi.
Donc déjà on touche un petit élément intermédiaire qui va être extrêmement intéressant pour l'application de ce genre de médecine, quoi. C'est-à-dire, à nouveau, déjà commencer à tenir compte de ce qu'on appelait la nature humaine, c'est-à-dire d'un élément supplémentaire qui fait que les molécules tiennent entre elles selon un schéma bien particulier, quoi. Et que donne comme réponse alors bon, c'est pas une réponse en soi, parce que c'est quelque chose d'évident, ce que vous dites. Mais par rapport à ce que Rudolf Steiner, encore une fois, a été visité par des médecins qui lui demandaient d'appliquer une certaine philosophie, une manière très pratique d'apercevoir le corps faisant partie d'un ensemble. Et là, vous venez de préciser que le corps n'est pas forcément des molécules, un agencement de molécules les unes par rapport aux autres, qu'il y a, j'appellerais l'esprit, et que lorsque cet esprit disparaît, l'agencement qui tenait les molécules se dissout de lui-même. Donc, dans quelle mesure vous avez abordé le domaine de l'esprit avec en parallèle le domaine du corps en lui-même? Est-ce que vous les sépariez ou est-ce qu'il y avait une complémentarité? Est-ce que vous les superposiez? Non, c'est sans cesse complémentaire, sans cesse vivant, et on pourrait aller même plus loin dans la décortication en fait de ces éléments-là. On pourrait dire l'homme un peu comme une sorte de poupée russe avec ce fameux assemblage moléculaire et ces éléments, on pourrait dire c'est cette force vitale, enfin encore que ça, le fameux vitalisme du 18e, 19e a été radicalement contrecarré. Enfin, c'est au passage tout le problème de l'apparition de l'homéopathie avec Hahnemann, etc. On est dans une période, au moment du siècle de Lumière, où il y a, le vitalisme est radicalement combattu, amenant justement une connaissance encore bien plus précise de la matière. Et on pourrait, si on reste à voir finalement ce corps physique, appelons-le comme ça, fait de molécules extraordinairement complexes, assemblées, qui gardent sa forme tant que la vie est en lui, on va avoir un aspect déjà. On pourrait dire l'aspect du corps tel qu'on le voit, tel qu'on se voit, tel qu'on se touche. Et puis en plus, on continue à complexifier en quelque sorte cette poupée russe en amenant d'autres éléments qui sont de l'ordre de l'affect et donc qui ont à voir avec le principe, on pourrait dire, de désir, de sympathie, d'antipathie, de souffrance, de joie, enfin, etc. Et puis un élément encore plus supérieur encore à cela, qui serait l'individualité. On l'appellerait le jeu, par exemple, ce qui permet en quelque sorte à chacun de pouvoir dire « je suis ». Donc nous avons là les trois aspects des corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Vous voyez, on dirait... On peut le dire comme ça. On en mettrait quatre. On mettrait le corps physique, les forces vitales, ou le corps vital, ou le corps de vie. Le corps, on pourrait l'appeler l'âme ou le corps astral, par exemple. C'est-à-dire toute la psyché, on dirait aussi la psyché. Et le jeu, l'individualité, un élément supérieur, le jeu. Alors, ces corps-là que vous venez de citer, dans la médecine traditionnelle, du moins vécus, perçus en Occident, sur les 4 corps que vous venez de citer, il y en a combien qui sont envisagés? En médecine classique ? Classique. Un seul, le corps physique. Enfin, on peut dire, si on accorde aussi crédit, et ça quand même tout le XXe siècle amène toutes les connaissances de la psychanalyse et de la psychologie, qui est quand même énorme, on pourrait dire, curieusement, on aurait une connaissance étonnante du corps physique, et puis une approche tout à fait intéressante et étonnante aussi par la psychologie, la psychanalyse, on pourrait dire de l'âme, de la psyché, des phénomènes d'affect, d'action-réaction avec le monde extérieur. Entre les deux, cet élément vital, ce qui maintient en quelque sorte le corps physique dans sa forme, dans sa structure et sa forme, c'est pas considéré comme un corps en tant que tel. On se rabattrait plutôt sur l'organisation liée au code génétique, enfin, etc. Et puis au-delà, l'individualité, ça c'est pas reconnu comme tel non plus.
même si on parle d'un jeu ou d'un mois en termes de psychanalyse, par exemple. Alors, quelle différence faites-vous entre un médecin homéopathe abordant l'anthroposophie et un médecin traditionnel? Alors là, ça fait 3 médecins. Alors, allez-y, je vous laisse décortiquer et faire les agencements nécessaires si vous souhaitez. Le médecin traditionnel, Ouais. Selon la formation de la faculté, Mhm. le médecin homéopathe, qui est un médecin traditionnel et qui s'est intéressé en plus à une stratégie thérapeutique particulière, qui est l'homéopathie, et le Mhm. médecin anthroposophe, qui dont l'approche se fait non pas uniquement si on prend l'homéopathie par exemple, Mhm. l'homéopathie ça va être un diagnostic d'abord au sens de la médecine tout à fait traditionnelle et classique, Mhm. et puis à partir des symptômes que la personne déclare, que ce soit des symptômes aussi bien physiques que psychiques, on va trouver le corps, l'élément qui est homéopathique, c'est-à-dire qui donne la même pathologie, et on va en le prenant dilué, plus ou moins dilué, et on va ainsi guérir une partie des symptômes. Je dis une partie parce que comme toute médecine, il n'y en a aucune qui soit fiable à 100%, et là je rejoindrai ce que disait Isabelle tout à l'heure en parlant de... je trouvais ça très, très fort et très vrai, par exemple du salon Marjolaine, où il y a des tas d'affirmations tous azimuts, ça part dans tous les coins, c'est invérifiable. Ce qu'on sait en médecine, c'est qu'on est très peu puissant, quoi. Qu'on a toujours sans cesse à apprendre, que quelque part l'homme est plus fort. Et je dirais aussi que la maladie est aussi importante que la guérison. Ça appartient véritablement à l'histoire de l'individu. Et ces deux éléments-là sont absolument à considérer en même temps, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... Je fais une parenthèse là. Il n'y a pas on pourrait dire la médecine traditionnelle, la médecine classique nous emmène vers une toute-puissance, vers une possibilité, j'oserais dire illusoire, de guérison de tout. Les médias au passage en rajoutent beaucoup. Ouais. Et ça c'est terrible parce que ça s'oppose véritablement à ce qu'est l'homme, à l'idée qu'est l'homme, et à savoir déjà cette première base que la vie est dangereuse et qu'elle est mortelle, quoi. Donc, alors bien sûr, le rôle du médecin, ça va être de permettre à l'individu de pouvoir parcourir tout son chemin, tout ce qu'il a envie de réaliser le plus longtemps possible, mais il y a de toute façon cette réalité que la vie est dangereuse et qu'elle est mortelle. Et alors, je referme la parenthèse, on y reviendra peut-être sur cet aspect, mais je reviens sur ces 3 médecins que vous évoquez. Donc on a vu le médecine classique, le médecin homéopathe. Et l'approche du médecin anthroposophe, ça va être une approche de médecine classique, c'est-à-dire d'abord quelle est la pathologie, Mhm. et puis ensuite ça va être de regarder de façon plus complète quelles sont les autres articulations qui s'opèrent avec les autres éléments de l'être humain. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au fait que l'être humain a son corps qui souffre, et ça la médecine contemporaine fait merveille pour découvrir là où ça souffre. D'accord. Mais tout ce qui est avant la lésion, on pourrait dire, le stade d'avant la lésion, que le scanner, etc., peut mettre en évidence quand elle commence à prendre une certaine importance, tout ce qui est avant, ça, on est un petit peu démuni en médecine classique. Et le fait de pouvoir apprécier ces différents corps et l'organisation des différents corps permet justement d'avoir une approche beaucoup plus profonde et d'avoir une action aussi, là, justement. Donc le médecin anthroposophe va prendre en compte les 4 corps que vous avez cités tout à l'heure, Assurément. pour pouvoir, donc, d'une part en prenant en compte avant la maladie et pendant la maladie en l'occurrence, Tout à fait. pour pouvoir soigner. Oui. Le médecin homéopathe, la différence, c'est qu'il va prendre la psyché humaine, juste la psyché avec le corps physique. Oui. Donc l'homme est comme étant en 2 parties apparemment. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est-à-dire il va, je sais pas, prenons une pathologie, supposons par exemple on a mal à la tête. Mhm. On va dire globalement mal à la tête. Bon, le diagnostic va être de faire la différence entre une céphalée, quelle est l'origine de cette céphalée, et une migraine par exemple.
Est-ce que c'est vasculaire? Est-ce qu'il y a un gros problème? Enfin, là, on ne rentrera pas dans tous ces détails-là. Donc, il s'agit d'abord de poser un diagnostic. Et le diagnostic étant posé, en fonction du diagnostic, mettre en route la thérapeutique adaptée, parce qu'il est certain que s'il s'agit d'une tumeur, par exemple, l'aspirine ne suffira pas. Ce sera évidemment une autre stratégie thérapeutique. Voilà, mais ensuite, sur les symptômes eux-mêmes, on va avoir cette douleur-là va induire un certain comportement, enfin des éléments psychiques, peut-être par exemple des éléments dépressifs, si la douleur est là continue, permanente. Donc il va s'agir de réduire la douleur, et là on va pouvoir aussi utiliser par exemple les drogues habituelles actives, si la douleur est intense, mais aussi travailler sur des éléments psychiques, avec de l'homéopathie, ça marche très bien aussi, sur des éléments physiques aussi, si par exemple, je sais pas, cette céphalée a pour origine des troubles digestifs, on va aussi avoir une action sur les troubles digestifs. Voilà, tous ces éléments-là s'imbriquent ensemble, mais on peut dire le médecin homéopathe se pose pas véritablement la question de savoir de quel corps il a affaire, mais ce sont les symptômes qui vont le renseigner d'une certaine façon. Il y a certains symptômes qui sont à raccrocher non pas directement aux éléments physiques, mais à d'autres aspects. Mais ce problème-là n'est pas posé. Donc, en tant que médecin anthroposophe, alors, si vous faites d'une part appel au corps physique pour déterminer quelle est la cause du mal, et d'autre part sur les trois autres corps, il y a forcément de votre part une connaissance de je dirais, psychanalytique. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des études de psychologie pour pouvoir justement essayer de comprendre la psyché humaine, pour justement donner c'est pas un verdict, et aidez-moi. Vous voyez pas Diagnostic. Merci. Pour donc pouvoir rendre un diagnostic. Bien sûr, mais là, on va rester d'abord médecin. Or le médecin, au long de son cursus, va arriver à explorer aussi les éléments psychiques, et notamment faire la part des choses en ce qui concernera une éventuelle pathologie psychique. Et là, la règle, la déontologie, veut que l'on passe la main aux spécialistes. Par exemple, si on soulève un problème d'ordre psychotique, par exemple, ou d'ordre névrotique sévère, on envoie pour prendre avis auprès du spécialiste, c'est-à-dire du médecin psychiatre. Vous n'êtes pas là donc pour le remplacer? Ah non. Remplacer le spécialiste? Non, justement, il s'agit on pourrait dire d'une suite qui va explorer d'autres aspects, et à ce moment-là, on travaille, on pourrait dire, certainement plus en amont d'une suite à ce qu'est la médecine contemporaine. Vous êtes peut-être plus à même de pouvoir orienter vers le spécialiste qui conviendra le mieux. Oui, je pense que là, comme tout médecin qui fait bien son boulot, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais vous faire saisir la différence, ce serait dire que le fait de tenir compte de ce qu'est véritablement la nature humaine amène forcément à un raisonnement complémentaire, on pourrait dire, au raisonnement habituel. Alors, il va falloir distinguer deux aspects chez le patient ou chez le malade. On peut dire un malade chez qui il y a une pathologie avec des éléments lésionnels déjà. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a aussi bien des calculs dans la vésicule biliaire que des coronaires qui sont bouchés, enfin, etc. Quelle que soit la spécialité, il va y avoir une pathologie qui déjà peut être montrée, peut être diagnostiquée avec déjà des éléments, avec des lésions. Là, on est radicalement dans le génie de la médecine contemporaine, à la fois dans ses approches diagnostiques et dans ses stratégies thérapeutiques, qu'on va mettre en œuvre. Et on va adjoindre à cela d'autres éléments thérapeutiques partant d'une vision plus globale, qui permettent au passage d'ailleurs de limiter les effets secondaires, par exemple, de certaines thérapies, et c'est de plus en plus utilisé en cancérologie, relativement aux chimiothérapies et radiothérapies, par exemple. On l'utilise, comme l'homéopathie aussi d'ailleurs s'emploie à cela, et avec des résultats tout à fait intéressants. Alors ça c'est la partie, on pourrait dire, médecine de la lésion.
Par contre, si on rencontre quelqu'un qui présente un certain nombre de symptômes qui peuvent évoquer telle ou telle pathologie, on va faire les examens, on va rien trouver. On est en deçà de l'aspect lésionnel, on pourrait dire l'aspect lésionnel, dans la mesure où il est suffisamment conséquent pour pouvoir passer à travers les machines qui nous permettent les diagnostics actuellement. Par exemple, le scanner, l'IRM, J'entends bien, d'accord. l'échographie, etc. Donc si la lésion, il peut déjà y avoir une lésion, mais elle est inférieure à ce qu'on peut trouver, on est un peu dans un état intermédiaire, et là on peut encore revenir un peu plus en amont et avoir déjà que des symptômes qui ne sont encore pas des symptômes lésionnels. Et là, ça c'est tout à fait intéressant, puisque on pourrait dire la médecine contemporaine n'a pas de proposition à cela. Or, on peut y voir là une souffrance de l'être dans son corps et la façon dont vont s'articuler les différents corps qu'il constitue, et pouvoir intervenir en ces endroits-là aussi. Alors, par rapport à ceux et celles qui nous écoutent, pourriez-vous donner un exemple de la manière dont vous envisagez un malade qui vient vous voir par rapport à un médecin traditionnel qui va juste envisager le corps physique? Comment est-ce que vous l'abordez? Alors, je ne sais pas, peut-être vous pouvez, sans traduire le secret professionnel, traduire, c'était pas le terme, mais vous m'avez compris. Oui. Un exemple qui pourrait permettre donc de comprendre comment vous abordez le patient. On pourrait prendre par exemple une angine, vraiment un truc de médecine générale au quotidien. Donc le diagnostic va se faire sur la dysphagie, sur la gorge rouge éventuellement, ou avec des points blancs, etc. Sur la fièvre, voilà. Bon, on pose un diagnostic d'angine et on va avoir une stratégie qui va être mise en route d'une antibiothérapie adaptée. Maintenant, d'ailleurs, un contrôle avec les petits tests qui permettent de voir si on a affaire à un streptocoque ou pas. Et du coup, pas forcément puisqu'en gros 80% des angines sont virales, donc on n'aura pas forcément besoin d'un antibiotique tout de suite. Donc ça s'est affiné aussi, c'est assez extraordinaire. Mais voilà, en gros, voilà la stratégie, plus éventuellement donc des antipyrétiques ou des antalgiques, type aspirine ou autre. Et on pourra considérer aussi l'angine. On va par exemple essayer de voir en quoi l'angine intervient chez cette personne qui vient nous voir. C'est-à-dire comment elle s'inscrit dans sa biographie. Alors, c'est justement, je prends volontairement un truc hyper banal comme une angine. Faire un problème dans la biographie avec une angine, ça paraît conséquent, mais ça va être intéressant de savoir, par exemple, si des angines, il en a très très souvent. Si c'est angine toute l'année, si c'est angine... Alors, la périodicité, oui. Absolument, oui. Et à nouveau, on va se retrouver aussi à refaire des diagnostics différentiels, c'est-à-dire ça peut être lié, par exemple, à une allergie, et qui fait qu'on va retrouver à nouveau cette inflammation en fait du pharynx, même en plein été, sans fièvre, en fait, etc. Bon, diagnostic différentiel. Mais au total, le processus même d'une inflammation qui arrive dans la gorge va nous intéresser parce que on pourrait dire il y a quelque chose de l'ordre du métabolisme, de la vie. Ce qu'on appellerait le métabolisme sont vraiment intensément les forces de vie qui en quelque sorte remontent dans un pôle céphalique. Et comme le disait notre ami biodynamiste tout à l'heure, c'est tout à fait intéressant de différencier, on pourrait dire, le pôle tête du pôle ventre. On pourrait dire tout ce qui va... Vous voyez, plus on va vers le pôle céphalique, plus on va vers la tête, plus on rencontre, bien sûr, de la conscience, et en même temps, moins on rencontre de vie. En quelque sorte, les neurones sont des cellules très très fragiles, et qui, lorsqu'elles sont détruites, se reconstruisent pas comme ça. Bon, il y a quelques travaux qui montrent une évolution dans des régions comme l'hippocampe, mais c'est vraiment une reconstruction très 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 lente, si reconstruction il y a. Et inversement, plus on descend dans le pôle inférieur, et notamment dès qu'on entre dans la région sous-diaphragmatique, on va trouver là vraiment une pullulation de vie extraordinaire. C'est par exemple le foie, un organe que l'on peut couper, on en laisse à peu près 20% et ça repousse. C'est les intestins qui sont constitués on estime à peu près à 10 puissance 14 cellules, c'est-à-dire
Ça fait 10 puissance 914, ça fait 100 000 milliards de cellules à l'intérieur du côlon, en quelque sorte, donc bactéries, pour 10 puissance 13 cellules à nous-mêmes, donc extérieures autour de cela, c'est-à-dire non pas 100 000, mais 10 000 milliards. Donc vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Il y a une pullulation extraordinaire dans tout ce pôle digestif, globalement dans tout ce pôle diaphragmatique, sous-diaphragmatique, qui montre là de la vie, mais inversement, peu de conscience. Et on a bien cette opposition-là, on peut dire, entre le pôle céphalique qui est empli de conscience, en quelque sorte, mais dénué de vie, enfin de plus en plus dénué de vie, par rapport au pôle métabolique, au pôle inférieur, qui lui, au contraire, est vraiment constitué de vie intense, mais une conscience faible. Donc la seule conscience serait la douleur, par exemple, ou la joie, hein, ou l'orgasme, par exemple, le plaisir. Et pour revenir à notre thème de l'angine, on va voir chez quelqu'un qui a on pourrait dire une sorte de déséquilibre en quelque sorte entre ces deux pôles-là, l'équilibre étant réalisé par le pôle intermédiaire. Il nous faudrait beaucoup de temps pour pouvoir explorer tout ça, c'est éminemment passionnant, avec donc le pôle cardio-respiratoire. Et on voit là quand il y a justement par exemple de l'émotion, le cœur se met à battre plus vite ou au contraire à ralentir très fort. En tout cas, il réagit là. Et cela de façon radicalement inconsciente sur le cœur. Inversement, sur le poumon, on peut contrôler sa respiration. Beaucoup plus difficile de contrôler son rythme cardiaque. Mais on voit là ce que fait la vie, ce que fait le rapport, on pourrait dire, entre le soi et le monde extérieur, et le non-soi, au sens immunologique même. Finalement, quelle est l'incidence qu'il y a dans ce pôle rythmique qui va, en quelque sorte, soit accélérer ou ralentir la respiration et le rythme cardiaque. Donc, aussi la circulation du sang. Et dans le processus d'une angine, par exemple, on peut très bien considérer que le pôle tête, le pôle céphalique, qui est un pôle en quelque sorte de conscience, voire d'hyperconscience, mais en même temps un élément qui va vers la non-vie, vers une consommation en quelque sorte de la vie, qui est investi en retour par de la vie, qui vient justement dans un pôle céphalique qui tourne trop fort, en quelque sorte amener de la vie. Et ça, c'est une façon d'approcher l'angine et du coup de trouver les thérapeutiques adaptés justement à partir d'un raisonnement comme ça. Alors c'est plus qu'un raisonnement, puisque quand on a la personne devant soi, on voit qui elle est, si elle est plutôt trapue, si elle est plutôt très grande. Donc vous prenez aussi la corpulence, tout compte. Alors ça, on reste. Un homéopathe dirait, bah oui, là on reste dans l'approche aussi homéopathique qui est très fine et très subtile. Mais cependant, cette considération-là, on la trouve pas. C'est vraiment quelque chose d'original et spécifique à cette considération des 4 corps que l'on va analyser aussi en médecine anthroposophique. Et ainsi, même si les médicaments, la thérapeutique qui est utilisée ressemble tout à fait à la thérapeutique homéopathique, avec notamment des médicaments dilués, elle peut parfois être assez différente quant aux souches. Vous savez qu'en homéopathie, on va utiliser une souche, on va utiliser un médicament qui provoque par exemple, Apis, le venin d'abeille, qui provoque un œdème, une rougeur, quand on se fait piquer par une abeille. Donc on va prendre Apis dilué pour aller travailler notre œdème et rougeur de la gorge, par exemple. Ça, c'est vraiment une stratégie homéopathique pure. Mais en médecine anthroposophique, on va utiliser éventuellement cela, mais on va utiliser aussi d'autres souches qui n'ont pas forcément à voir avec le symptôme directement, mais qui vont être justement en relation avec le trop de conscience, par exemple, ou le pas assez de vie, par exemple. D'accord, j'entends bien. Lorsque, je vais reprendre certains mots que vous avez dit, mais différemment. Enfin, c'est pas des mots, c'est surtout des pensées. Lorsque notamment le cœur s'accélère, c'est via une émotion. Donc c'est le corps émotif qui a une incidence sur le corps physique. Donc notamment dans le cas d'une angine, le fait que ça soit à cet endroit précis du corps, et vous avez bien spécifié les différents
placements dans le corps qui sont plus ou moins conscients, ceux qui sont plus ou moins de vie, et celui du milieu, le cardiaque, qui régit un peu ces deux niveaux, ces deux mondes. Lorsqu'il y a notamment donc cette angine, sommes-nous à même de pouvoir penser que le fait qu'il y ait cette angine à cet endroit précis, c'est qu'il y a eu une pensée, une psyché au début, qui a cristallisé le mal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le mal a dit. Mhm. Donc, dans quelle mesure pourrait-on revenir à la source de la psyché quant au mal physique? Mhm. Vous voyez la question? Oui, oui, tout à fait. Il y a à nouveau, on va retomber sur ce que évoquait Isabelle en évoquant les enfants. C'est-à-dire que chaque cas, il y a un cas particulier. Et donc, chaque angine va avoir une allure particulière, vue sous cet angle-là, bien D'accord. sûr. Hein. Ouais. En médecine classique, bon, une angine, c'est une angine. On a les signes cliniques, pof, et on traite en conséquence. Là, par contre, on va la réinscrire dans le contexte. Et le contexte peut être vraiment très variable. Déjà, la personne qui va faire des angines tout au long de l'année, indépendamment, bien sûr, d'un phénomène allergique. La personne qui va faire juste une petite angine l'hiver, enfin, etc., c'est complètement différent. La personne qui serait corpulente et celle qui serait toute maigre, c'est complètement différent. Et en plus, on réinscrit ça à nouveau dans la biographie. Là, pour le coup, on tient compte de la biographie, surtout s'il s'agit, on pourrait dire, non plus d'apporter un traitement ponctuel d'une angine comme ça épisodique, mais par exemple d'angines qui reviennent tous les ans, systématiquement, voire toute l'année. Ça devient tout à fait intéressant d'aller explorer ça. Et on pourrait dire l'échange sur la connaissance de la biographie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la biographie, quel est le chemin que la personne, dans le corps qu'elle a choisi, d'une certaine façon, que cette individualité a choisi, quel est le chemin qu'elle a décidé, et qu'est-ce qui vient entraver ce chemin, ou quelles sont les entraves qu'elle se met sur ce chemin. Voilà, c'est intéressant. Oui, les entraves qu'elle se met sur son chemin. Est-ce à dire que les maladies que l'on a sont créées par nous-mêmes? Certainement, parce que c'est tout le génie, on pourrait dire, de la guérison de la maladie. C'est-à-dire que la maladie a un sens, elle est vue radicalement de façon négative dans notre... Et il suffit d'écouter encore là aussi le relais médiatique qui est fait autour de la grippe, par exemple, actuellement. Oui. Or, bon, alors c'est vrai, on peut le voir en sens c'est dramatique parce que la dimension humaine est radicalement rayée, on pourrait dire par la pression économique. C'est-à-dire que la grippe actuellement, si on écoute, on la traduit uniquement en termes de nombre de journées d'arrêt de travail, donc coût pour les entreprises, etc. Voilà où est ramené l'individu, l'être humain, quoi. Alors qu'une grippe, d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est un virus qui a son génie propre. Curieusement, ça arrive souvent l'hiver. On peut se poser la question, pourquoi ce virus arrive l'hiver et pas l'été? Encore qu'il y a des grippes d'été, mais bon, c'est, disons, globalement, la grippe qui nous intéresse, c'est plutôt une grippe d'hiver. Ouais. Et enfin, la maladie tumorale. On pourrait dire sans cesse, on est parcouru de cellules qui ont muté, qui sont donc a priori tumorales, mais sans cesse, notre système immunitaire les reconnaît comme étant devenues étrangères, étant devenues un non-soi, en quelque sorte, né du soi par contre. Ça, c'est assez spécifique de la maladie tumorale. Et hop, le système des lymphocytes, enfin, etc., tout le système très complexe de la réaction immunitaire va se mettre en route et les détruire, sans arrêt. Or, il y a un moment... Une fois, justement, le système se laisse leurrer ou laisse faire, ne reconnaît pas la cellule qui a muté et la laisse partir. Lorsqu'il la reconnaît, il va y avoir une réaction inflammatoire qui va s'opérer, toujours pareil, liée à l'immunité, mais déjà il est trop tard parce que il y a déjà de nombreuses cellules qui se sont créées. Donc ça c'est un aspect, c'est une approche radicalement plus complexe que ça, et les découvertes qui sont faites sur ce thème sont vraiment fabuleuses par les cancérologues et tous les biologistes qui travaillent autour de cela. Et notamment, on découvre que la tumeur ou le processus tumoral a un génie propre. Ça devient véritablement un état dans l'état qui est capable de créer sa propre vascularisation, enfin ce qu'on appelle la néo-angiogénèse, enfin, etc. Et donc, radicalement un état dans l'état. Et c'est comme s'il était en autogestion. Absolument, ouais. Et donc c'est intéressant vu sous l'angle de la médecine anthroposophique, c'est de voir que l'immunité en quelque sorte s'est laissée leurrer à un moment donné.
Au point de vue stratégie thérapeutique, ça va être d'abord diagnostic, tout ce qui est de plus classique, mise en œuvre des stratégies thérapeutiques adaptées selon les protocoles classiques, ça sans aucune hésitation. Et par contre, on va amener d'autres éléments thérapeutiques qui vont tenir compte, bien sûr. Alors déjà, qui vont nous permettre, aussi bien que les homéopathes, par exemple, de prendre en main, on en parlait tout à l'heure, les effets secondaires, notamment de ces thérapies radicales, et souvent lourdes quand même, mais aussi à partir de la biographie, d'essayer de redonner justement du sens au soi, redonner de la puissance au soi, au sens immunitaire. Et avec des résultats qui ne sont pas inintéressants, ils sont peu évoqués en France, à l'heure en France où on va dérembourser l'homéopathie, etc. C'est sûr que c'est pas simple. Mais par exemple en Allemagne, il existe des travaux qui sont faits à partir des travaux tout à fait officiels dans les CHU, sur des protocoles comparés, donc les protocoles classiques plus un protocole classique comparé au protocole classique plus l'homéopathie ou la médecine anthroposophique, par exemple, avec des résultats en termes de survie qui sont tout à fait intéressants. Entendons-nous, tout à ses limites. Tout à ses limites, et rappelons que le principe même, enfin que la vie contient en soi cette idée de mort. Et donc l'approche, par exemple, de maladies graves, conséquentes comme la maladie cancéreuse, est pas chose facile, et il n'y a pas de guérison 100%, ça se saurait, quoi. C'est évident, il n'existe aucune stratégie thérapeutique qui amène une guérison 100%. Mais par contre, ce qui va être très très important, et ce qui va aussi contribuer au phénomène de survie, et il y a des travaux, ça a été assez déconsidéré, puis d'autres études sont revenues là-dessus, qui montre aussi que le psychisme intervient là. Il y a eu toute une période où c'était peu considéré. Et puis maintenant, les cancérologues s'y intéressent aussi pas mal et vont d'ailleurs volontiers conseiller à leurs patients. Bien sûr, il y a éventuellement souvent un phénomène dépressif qui est associé à l'annonce de la maladie et au traitement, mais de voir par exemple un psychothérapeute, de faire de l'acupuncture, de se retrouver dans des groupes de discussion, de parole, d'échange. Donc c'est intéressant de voir que là aussi, la médecine contemporaine commence à toucher du doigt une des particularités justement de la maladie cancéreuse. Et elle est très étonnante, cette maladie, parce que de façon gaussienne, c'est une courbe de Gauss, on sait que le taux de survie pour tel type de cancer a tant d'années et de temps, mais il y a toujours des gens qui échappent en fait à la moyenne gaussienne, et ça c'est aussi troublant, c'est-à-dire à la fois des tout petits cancers qui tournent mal, et puis inversement des très gros cancers qui étaient sans espoir et qui tournent bizarrement très bien, quoi. Et ça, on s'explique pas. Et là-dessus, il y a des travaux allemands aussi qui sont faits justement par des anthroposophes, tout à fait édifiants, c'est-à-dire aller voir, rencontrer les gens qui s'en sont sortis, savoir exactement, essayer d'approcher ça de façon statistique. À chaque fois, ce sont des publications tout à fait randomisées, comme on dit, c'est-à-dire valables, ayant valeur scientifique, statistique, et de voir finalement quels sont en introduisant tous les paramètres, qu'est-ce qui fait que la personne a pu s'en sortir, quoi. Ces travaux-là sont aussi faits par rapport au sida, par exemple, hein, où aussi on a des guérisons. Ça représente pas des quantités colossales au point de vue statistique, si vous voulez, mais il en existe. C'est présent. Absolument. Ouais. Dans quelle mesure la médecine asiatique a pu amener un essor peut-être de compréhension dans la médecine anthroposophique? Je pense que ce sont deux choses différentes. C'est vrai qu'elles voisinent un peu en parallèle, parce qu'on va retrouver des points communs, dans la mesure où la médecine d'Extrême-Orient, que ce soit la médecine tibétaine ou la médecine chinoise notamment, médecine ayurvédique, ces médecines-là sont d'emblée, contiennent en elles d'emblée on peut dire une appréhension globale et spirituelle de l'individu. Dans la mesure où l'anthroposophie ou la médecine anthroposophique, elle,
tient compte également on pourrait dire, on disait tout à l'heure, de la nature humaine, c'est-à-dire également de composantes totalement irrationnelles, voire spirituelles de l'individu, finalement, on va retrouver forcément des points communs ou une marche parallèle. Cependant, il y a 2-3 éléments différents. C'est la façon dont l'être se situe par rapport à cela. Et ça, c'est en ce sens que, en ce qui me concerne, la médecine anthroposophique m'a beaucoup intéressé, parce que l'être est va s'inscrire dans un phénomène de liberté, d'individualisation et de prise en main de sa propre liberté, ce qu'on ne retrouve pas forcément de la même façon dans les médecines, on pourrait dire dans les philosophies extrêmement orientales. Nous avons un auditeur en ligne. Jean, bonsoir. Bonsoir, c'est comment ton prénom, rappelle-moi. Moi, c'est Laurent. Laurent, oui, bonsoir Laurent. Je voulais te féliciter pour ton émission. Vraiment, c'était inattendu et c'est vraiment... ça réconcilie avec la conscience de la radio, tu vois, ce genre d'émission. Et ça fait vraiment du bien à la conscience. C'est ma conscience, justement, parler de conscience, c'est ma conscience qui m'a poussé à appeler pour témoigner, pour parler un petit peu de la médecine anthroposophique, puisque j'ai pu, grâce à un vétérinaire anthroposophe, soigner mon chat, qui avait un problème de cystite et de problème de vessie, par des injections de formules, disons, homéopathiques, mais biodynamiques en tout cas. Au sujet de quelqu'un aussi qui avait l'équivalent du cancer du poumon, une sorte d'infection, que j'avais dirigé vers un médecin anthroposophe, et en principe cette personne devait faire la chimio. Et sous mes conseils, cette personne a été voir plutôt le médecin anthroposophe et qui lui a conseillé certaines substances, notamment sous forme d'injection, préparées par le laboratoire Velleda d'ailleurs, et sa guérison est, on peut dire, totale. Alors Jean, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir la médecine anthroposophique ? Oui, très très bonne question. En fait, c'est l'architecture. Parce que Rudolf Steiner a écrit sur l'architecture aussi. Oui. Et, tu vois, les formes, le domaine artistique en général, oui. Voilà, tout à fait. Et notamment l'art, Rudolf Steiner disait que pour que l'humanité devienne saine, belle, il fallait que l'enfant tout jeune soit entouré d'œuvres artistiques belles. Et dès l'âge de 15 ans, si tu veux, j'ai découvert ça et j'ai mis en pratique ce qu'il disait. Et à partir de là, j'ai été vers le bouddhisme, vers différentes traditions, bien sûr, comprenant que finalement, l'essence de toutes les traditions disait la même chose, finalement. Et puis, ce qui m'a poussé à approfondir, c'est que tout simplement, j'utilise moi-même des produits fabriqués selon les normes anthroposophiques, pour simplement l'après-rasage, la crème à raser, des choses comme ça. Le magnésium notamment, et puis la culture biodynamique, où j'ai toujours été en contact avec des agriculteurs qui pratiquent la biodynamie, et je mange pratiquement des légumes, des salades, des carottes, des pommes de terre, tout ça, si tu veux, cultiver selon les normes de la biodynamie. Donc ça a été plutôt un art de vivre qui m'a poussé à m'intéresser. Alors, je ne dirais pas que je suis un anthroposophe, que je ne côtoie pas ce milieu, je n'ai jamais été dans aucune école anthroposophique, mais si tu veux, à travers la lecture, j'en tire de grands bénéfices, tu vois, et notamment au niveau de l'explication. Alors surtout, ce qui m'a poussé, pour te répondre objectivement, vers Rudolf Steiner, c'est un grand spirituel. Voilà, c'était un grand clairvoyant, un médium, qui, toutes ses œuvres, il les a captées dans les plans suprasensibles. Et ça m'a beaucoup séduit, parce qu'il poussait l'homme, si tu veux, à pénétrer à l'intérieur de lui vers son noyau divin. Et je crois que Rudolf Steiner, à l'âge de 18 ans, a compris que ce n'était pas tant la matière qu'il fallait étudier, mais sa cause, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, tu vois, chez les Tibétains, peut-être le soi. Lui, il l'appelait
je crois, le moi, et c'était ce noyau divin. Et ce qui m'a séduit, c'était cette idée de recréer l'homme intégral. Hein, c'est-à-dire qu'il a écrit un livre, d'ailleurs, La science occulte et la thérapie, où justement il explique que finalement la cause de tous les problèmes, que ce soit économiques, de santé, psychologiques, tiennent du fait que c'est parce que les différentes composantes de l'homme, dont a indiqué ton invité docteur, très bien d'ailleurs, cette dissociation des différents plans par rapport à ce noyau, qui a généré justement tous les problèmes psychosomatiques qui se sont ensuite cristallisés. Donc c'est vrai que à travers le rythme, à travers l'art, à travers la conscientisation du plan suprasensible, d'ailleurs il le disait au médecin, vous devez pour guérir étudier avant tout les plans suprasensibles si vous voulez comprendre le sens de la maladie. Donc toutes ces choses, si tu veux, m'ont séduit, vraiment m'ont séduit énormément et jusqu'à maintenant, tu vois, je m'y intéresse, pas exclusivement, hein. Bien sûr, je m'intéresse à plein d'autres choses, mais je reconnais que l'anthroposophie touche pratiquement tous les domaines de la vie. Est-ce que tu auras une question à poser à nos invités? Tout à fait. Oui, parce que j'écoutais, je me disais, mais à quand est-ce que nous allons parler de la spiritualité notamment au niveau de la pédagogie, de l'éducation, parce qu'en fait l'œuvre de Steiner, c'était l'essence, c'était quand même la spiritualité, d'où découlaient toutes les autres matières. Il disait d'ailleurs que c'était les autres matières n'étaient qu'une racine, n'étaient que des branches qui prenaient leur source dans les plans suprasensibles. Hein. Donc la question est, notamment au niveau de l'éducation, ce qui m'a un petit peu étonné, mais peut-être que c'est la pensée ambiante qui veut ça, et c'est sûrement bien comme ça, c'était le fait que le côté spirituel n'était pas tellement abordé par rapport à la pédagogie, mais je peux le comprendre vu l'ambiance assez bizarre en France en ce moment. Je peux le comprendre effectivement. Donc l'idée c'est que, hormis la technique pédagogique, est-ce que il est mis l'accent sur l'intériorisation, sur la compréhension quand même essentielle de l'être, de la personnalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on se contente de parler de pédagogie, de technicité, ou est-ce qu'on parle aussi de la réalité de l'être, c'est-à-dire de son essence réelle, de son sens. C'est-à-dire, est-ce que tout cela a du sens que parce que on peut inclure dans cette pédagogie cette notion spirituelle, ou est-ce que c'est devenu tabou en France? Voilà, c'est un petit peu la question aussi que je voulais poser. Et puis pour la santé, je voulais demander au docteur, est-ce que quand il a des patients, est-ce qu'il explique aux patients qu'ils ne sont pas qu'un corps physique, éthérique, émotionnel, mental, mais est-ce qu'il leur explique aussi qu'ils ont une âme, une essence, enfin une âme c'est différent, mais qu'ils ont en plus une essence divine, qui est quand même le vrai guérisseur intérieur. Est-ce que c'est des paramètres qui interviennent dans le quotidien, voilà, tant au niveau pédagogique qu'au niveau médecine, voilà. C'est un petit peu la question que je voulais poser. Je te remercie Jean. On va laisser le docteur ou Isabelle le soin de répondre. Et voilà. Je te remercie. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Alors, peut-être d'abord Isabelle, puisque la question première était sur l'éducation. Bonsoir. Bonjour, peut-être même déjà. Il me semble que la question de la spiritualité est une évidence, c'est-à-dire que le fait il n'y a pas de tabou. La spiritualité, en fait, on en parle tout à fait. Oui, il me semble d'ailleurs en avoir parlé parce que, en fait, la manière de considérer l'enfant, c'est considérer que c'est un être entier. Fait et ça a été dit par Alain Frébis, il fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc on travaille sur tous ces plans à la fois. En tant que professeur, maintenant il n'y a aucun enseignement et c'est pour ça que j'ai pas insisté sur cet aspect-là, parce que les écoles Steiner ne sont pas des écoles où on enseigne la spiritualité.
les professeurs travaillent à partir de leur connaissance de la nature humaine. Des conférences donc que Steiner a données et puis du travail qui a été fait depuis, c'est ils le font et ils le disent, et toute personne qui est proche d'une école a accès à ces mêmes lectures, donc il n'y a aucun problème. Mais il s'agit absolument pas et en aucun cas dans le sein de l'école d'enseigner une quelconque spiritualité. Si on enseigne à partir de ce que de l'homme comme une totalité, il s'agit pas de donner une quelconque comme on dit en allemand Weltanschauung, une quelconque vision du monde aux enfants. Ce serait contraire à l'esprit de liberté individuelle dans lequel on travaille. Donc il s'agit pas de tabou, mais il s'agit au contraire de laisser chacun travailler à partir de ses sources, mais aussi chacun vivre son parcours tel qu'il doit le vivre, avec les choix qu'il peut être capable de faire. Comme je disais tout à l'heure à la fin, l'important c'est de se poser des questions et chacun y répond comme il l'entend. Voilà, je sais pas si donc il s'agit pas de tabou, vraiment pas du tout. Mais je voudrais juste revenir sur une chose que vous êtes toujours là? Non, il n'est pas là. Justement, Ah, on a coupé de façon à ce que vous puissiez répondre. Ah bon, d'accord. Je voudrais revenir sur un terme qui m'a un peu choqué. Je ne pense pas que Rudolf Steiner était un médium. Je crois qu'on peut pas dire ça, parce que ça, là de nouveau, on revient dans des choses qui sont pas de l'ordre de la conscience scientifique, en fait, de la connaissance. Certes, on a parlé de connaissance au-delà de la matière ou des mondes suprasensibles, si on veut prendre cette expression-là, mais il s'agit de connaissance. Il s'agit pas comment dire, de transmission médiumique. Ça, je crois qu'on peut pas dire ça. Ça serait donner justement une dimension à son enseignement qui serait un enseignement justement de style qui pourrait devenir doctrinaire ou enseignement justement. Or, Rudolf Steiner n'a en fait pas donné un enseignement, il a donné des clés pour travailler. Il a donné des hypothèses de travail à partir desquelles on fait de la recherche. Et alors on peut appeler ça un enseignement, mais pas au sens où ce serait il aurait déversé des contenus et où on aurait juste à travailler à partir de ces contenus. Il a déversé des méthodes de travail. Enfin, il a rien déversé, il a donné des méthodes de travail.